Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Je me présente, je suis Fanny Dumoulin, responsable produit et innovation chez Digitare Group. Et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, en ce jour de rentrée, pour ce second numéro des Rendez-vous de l'IMO. Aujourd'hui, je suis d'autant plus ravie qu'on va parler d'une thématique forte, essentielle même pour quelques projets immobiliers qui soient. On va parler financement. Et pour parler financement, j'ai à mes côtés deux invités de marque. Olivier Colcombet, président Bonjour du à groupe tous. Digitare. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny. Ravi de vous retrouver parce qu'après un bel été, un timing parfait pour parler immobilier et d'autant plus avec un invité et un partenaire qui nous est cher. Ce partenaire qui nous est cher, c'est la centrale de financement et c'est vous, Sylvain Lefebvre, en tant que président de la centrale de financement. Bonjour Sylvain. Bonjour Fanny, bonjour Olivier, bonjour à tous également et ravi de partager ce moment avec vous. Nous aussi, on est ravis pour ce premier live de la rentrée de vous accueillir. Peut-être en préambule, Sylvain, si pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce qu'on peut en quelques mots présenter la centrale de financement? Bien sûr Fanny, il s'agit d'une structure de courtage donc en prêt immobilier que nous avons créée voici 8 ans. La première agence est ouverte un peu plus il y a 8 ans et demi maintenant. Aujourd'hui, nous sommes 185 agences, 1000 collaborateurs, répartis à peu près sur l'ensemble du territoire, avec l'ADN qui est le suivant, à savoir financer le maximum de ménages français dans l'éthique, dans la déontologie et dans l'accompagnement et surtout dans le long terme. Ok, très clair. Alors, pour cet échange, on va bien entendu parler des tendances, des grandes actualités qui concernent le crédit, le financement de l'immobilier, puis on va aussi tâcher d'être pragmatique, vraiment, pour vous donner, illustrer avec des cas concrets et vous donner des clés, vous qui êtes peut-être sur le point de monter un projet de financement pour un futur achat de biens, vous puissiez repartir avec des réponses précises pour aborder, on le sait, cette étape de financement qui peut être un peu anxiogène, parfois stressante, de manière la plus sereine possible. Alors, bien entendu, tout au long du live, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On prendra un temps en fin de live pour y répondre. On prendra 15 minutes, donc n'hésitez pas à réagir en direct. Je vous propose de démarrer un peu en parlant actualité. On le sait, c'est une redite, mais c'est un sujet, bien entendu, qui fait quand même le cœur de l'actualité. La Covid-19, qui a depuis maintenant 1 an et demi bousculé à tous pas mal nos vies. Le sociologue Jean Viard dit qu'environ 10% des Français veulent changer de vie. Alors, Olivier, concrètement, au niveau de l'immobilier, cette envie de changer de vie, comment elle se traduit et quel impact a eu la Covid-19 sur le projet d'achat des Français? Alors, le premier point, vous le voyez sur le graphe, les volumes. On sort, ou je pense qu'on aura une année 2021 à 1 million, 1,05 million de transactions, ce qui veut dire que pour la troisième année consécutive, on fait plus d'1 million. C'est un record puisque c'était la première fois en 2019. Donc ça, c'est sur le volume. L'année excessivement chaotique avec des coups de frein, mais des coups d'accélération remarquables. Nous avions connu ça en 2020 avec la Covid. On le connaît en partie en 2021, même si c'est moins significatif. Et le pourquoi, le motif, c'est qu'on a des compatriotes qui ont souhaité, et je regardais notre étude de Dreamkey, 59% des Français qui avaient un projet immobilier ont modifié soit le lieu, l'adresse, soit la caractéristique du bien, c'est-à-dire avec jardin, sans jardin, terrasse, ou est la surface. Donc on voit que le confinement a entraîné un nouveau projet ou a modifié le projet des Français, mais ils sont toujours très très enclins à l'investissement immobilier et ceci on reviendra quel que soit leur âge. Ok, Sylvain, de votre côté, en tant qu'expert du financement immobilier, est-ce que vous avez perçu, vous, des changements sur les attentes immobilières des Français, une évolution à la hausse ou à la baisse aussi du niveau d'investissement pour l'achat de leurs futurs biens suite à cette crise du Covid-19? Oui, on a vu, alors il y a eu d'abord il y a eu toutes ces phases du confinement. La première, on a d'abord eu un retrait, une attente forte des ménages français de savoir à quelle sauce ils allaient être mangés, surtout financièrement. On parle bien de la partie finance en ce qui nous concerne. Et puis ensuite, il y a eu la phase 2 où il y a eu un rattrapage, on l'a vu l'été dernier, et tous les projets qui ne se sont pas faits pendant la première période ne se sont pas non plus faits pendant la deuxième période, mais il y a quand même eu un effet significatif de transactions qui était en nette augmentation. Et avec, bien sûr, ça corrobore un peu, effectivement, je partage le point de vue de l'analyse que vous faites, à savoir que les projets étaient différents,
surtout à la fin du deuxième confinement. Les gens venaient faire une étude avec du terrain, avec du balcon, voulaient vraiment changer de vie, voulaient commencer à s'inscrire dans le télétravail en se disant je peux peut-être finalement aller travailler loin. Je vous citerai l'exemple, le siège de la centrale et en face le siège de Google. Ils sont fermés depuis 2 ans, c'est plus de 1000 collaborateurs. La défense est vide et les gens se sont dit bah, ça va peut-être durer. Et on finit par s'installer dans cette idée de se dire que peut-être on pouvait l'acheter plus loin, sortir des grandes zones urbaines et aller vivre autrement. Alors, on l'a dit, l'idée, c'est aussi de vous donner des éléments de réponse concrets pour vous qui est peut-être sur le point de conclure un achat immobilier. Alors, on va commencer avec un premier cas qui est intéressant et que nos conseillers immobiliers nous remontent de plus en plus suite à cette crise du Covid. C'est le cas, vous le voyez à l'écran, de ce jeune couple avec enfant qui est propriétaire aujourd'hui d'un appartement en province et qui se dit, après X mois de confinement, qu'il serait quand même bien d'avoir un petit peu plus d'espace et notamment peut-être aussi un petit bout de jardin. Du coup, par rapport à cette typologie de profil, Olivier, Sylvain, plusieurs questions. La première, c'est une question qu'on se pose très régulièrement et que je me suis moi-même posée, c'est est-ce que je dois vendre mon appartement avant de trouver ma future maison? Je vous laisserai réagir, Olivier. Est-ce que le pré-relais est une solution? Et puis surtout, comment je finance sereinement mon futur bien en sachant que l'apport, il va dépendre en grande partie de la vente principale du bien actuel? Alors, je crois que le mot clé, c'est se préparer. Que je sois acquéreur ou vendeur, il faut que je sache quel est le bien que je vise, quelle est l'estimation de mon bien. On a vu qu'entre autres, puisqu'on parle financement, que les banques ont significativement privilégié ceux qui avaient un apport, et cet apport, c'est souvent une cession d'une propriété, d'un bien, d'un appartement qu'ils ont au préalable. Donc oui, il faut avoir une bonne idée de son bien, il faut avoir une connaissance de son marché. Un élément clé, si je ne veux pas avoir un double déménagement, ou un pré-relais, qui est un risque et qui parfois apporte du stress. Et on voit bien que les projets immobiliers des Français visent l'équilibre, la qualité de vie. Hein, et tout tourne autour de ça dans ces révolutions ou ces modifications profondes qu'entraîne le Covid, psychologiquement, parce que la maladie peut faire peur, mais aussi en termes d'équilibre de vie des couples français et des familles aussi. Voilà, donc se préparer, avoir une idée de ce que je souhaite acheter, avoir une idée de ce que je peux céder, sous quel délai, parce que la rapidité est une question de produit, mais aussi une question de prix. Et finalement, je vais laisser la partie financement à mon invité Sylvain, parce que il faut se préparer aussi sur cet aspect. Et Sylvain, si vous pouvez nous donner les quelques tuyaux. Alors, avec grand plaisir. Je dirais tout d'abord que le monde a vraiment changé. Il a changé parce qu'effectivement, cette crise est passée, mais en parallèle de cette crise, il ne faut pas mélanger les genres, il a surtout changé parce que les taux d'intérêt sont devenus extrêmement bas. On est passé de taux de marge significatifs pour le monde bancaire à un taux de marge extrêmement faible. Et parallèlement à ça, troisième phénomène, c'est que les 2-3 dernières années avant la Covid, nous étions dans un contexte où globalement, vous aviez envie d'acheter, vous sortiez de chez vous, locataire ou propriétaire, et vous voyez une nouvelle maison qui vous convenait mieux. Bien, finalement, il suffisait d'aller voir votre banquier ou votre courtier sans plus avant avoir préparé votre dossier, et vous aviez un financement à 110%. Enfin voilà, on faisait du 30 ans, du 110, du palier, bref, c'était sans limite et on avait un taux de refus extrêmement faible. Et finalement, si je refaisais un peu l'histoire, et je ne veux pas marquer de mes cheveux blancs aujourd'hui l'auditoire, mais il y a 20 ans, lorsque vous aviez envie de faire une acquisition, vous la prépariez. On a juste oublié ça. Vous alliez prendre conseil, vous alliez voir votre courtier ou votre banquier à l'époque, et là aussi, la proportion de personnes qui vont voir un courtier est aujourd'hui beaucoup plus forte qu'il y a quelques années, et la tendance est là parce que c'est du service et de l'accompagnement que l'on cherche. On ne se bat plus sur des taux, on se bat sur l'accompagnement et sur la capacité à avoir quelqu'un qui aujourd'hui peut nous répondre et peut nous garantir qu'il va nous apporter une réponse. On en est là. Se battre sur un 0,10 de taux sur 100 000 euros, sur 15 ans, c'est 10 euros par mois. Alors, c'est toujours 10 euros, bien sûr, mais c'est pas non plus, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, il est de dire, vais-je avoir un interlocuteur entre un monde bancaire malmené également et l'ensemble, de toute façon, de la chaîne est un peu perturbée, donc d'avoir quelqu'un. Et ce qu'on rappelle, pour revenir à mon fil conducteur, c'est qu'il y a 20 ans, vous deviez faire un épargne logement, épargner, montrer votre capacité et montrer que vous aviez préparé votre dossier, que si vous aviez un loyer ou une mensualité antérieure à 1 000 euros et que vous passiez demain à 1 400, eh bien que vous avez cette capacité à faire ce saut de charge en épargnant.
Et les 2 dernières années ont montré l'inverse, qu'on préparait rien, peu importe. On avait presque une réflexion un peu anglo-saxonne ou américaine qui consistait à dire c'est la valeur du bien qui va continuer à augmenter, donc pardonnez-moi, mais on s'en fout. Là, c'est fini, et Olivier l'a parfaitement bien rappelé, ça se prépare, donc on décide plus instinctivement d'acheter. Le premier conseil, c'est bien sûr renseignez-vous, venez chercher une attestation de faisabilité pour être sûr que votre projet tient la route, parce que les normes ont changé, parce que les banques ont des normes beaucoup plus drastiques qu'avant sur les accords, sur les délais, sur les durées, on y reviendra tout à l'heure, mais vous ne pouvez plus aujourd'hui avancer sans le préparer, et également pour le pré-relais. On ne fait pas un pré-relais, alors aujourd'hui c'est 1% des crédits, beaucoup moins dans les grandes périodes, nous avions jusqu'à 10% de pré-relais sur 20 000 prêts par an. Aujourd'hui, c'est 1%. Mais voilà, tous nos auditeurs qui nous entendent ou qui nous regardent aujourd'hui, voilà, le savent mieux que personne, c'est la rareté des biens et les biens se vendent très vite. Donc, il n'y a plus. Mais on est obligé, dans la mécanique d'ajustement telle que l'exprimait Olivier, à savoir j'évite plusieurs déménagements, ben, je n'ai pas d'autre solution pour l'éviter, de le préparer et de se dire, c'est comme pour un avion, il faut toujours prévoir un cas de pépin et un amérissage. Ben là, c'est pareil, il faut prévoir le cas du pré-relais en se disant on ne le mettra pas, mais en tout cas, il faut le prévoir parce qu'il y a une chaîne, parce qu'il y a un vendeur, un acheteur, etc. Ok, Claire, merci beaucoup. Alors, la Covid-19, est-ce qu'elle a eu aussi des impacts sur les conditions d'obtention des prêts accordés par les banques? Je crois qu'historiquement, hop, je vais l'afficher à l'écran, on sait que 8 personnes sur 10 ont recours à un crédit dans le cadre d'un achat immobilier. C'est toujours le cas aujourd'hui, Sylvain, où la Covid-19 a eu des impacts aussi sur le recours au crédit? Non, non, le recours au crédit est toujours aussi fort. Et puis, on a une pression du prix de l'immobilier qui nécessite forcément d'aller chercher du prêt immobilier. Après, c'est la structure du prêt immobilier qui a changé. Les apports qui sont redevenus un peu obligatoires, là où il n'y en avait pas hier, aujourd'hui on en redemande. Donc, on y reviendra tout à l'heure sur les normes du Haut Conseil et comment on l'exprime. Mais les Français sont toujours présents sur le prêt. On ne peut que les encourager de par le niveau des taux d'intérêt aujourd'hui. Et juste, pardonnez-moi Fanny pour situer, nous l'évoquions tout à l'heure avec Olivier, mais un prêt immobilier, là où dans les postes principaux de dépenses, le taux était nettement au-dessus de tous les autres postes, aujourd'hui on est dans un niveau où l'assurance est parfois le deuxième poste, parfois presque à l'équivalent du niveau du taux sur des durées courtes. Et c'est flagrant d'un monde qui change. Alors, vous en parliez justement du Haut Conseil de stabilité financière qui régit un petit peu effectivement, enfin en tout cas qui recommande régulièrement à l'égard des organismes bancaires les règles quant à l'octroi des crédits immobiliers. Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers mois, ces dernières années. Il y a eu des nouvelles recommandations qui sont arrivées. Vous les avez touchées du doigt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail, peut-être Sylvain, quelles sont ces dernières mesures qui sont venues un peu bousculer aussi les codes et puis quelles sont les nouvelles annonces de la rentrée de ce Haut Conseil? Alors, on pourrait dire, sans faire la genèse de l'histoire, que déjà les banques françaises ont toujours été très raisonnables en matière d'endettement et non pas cette vision qu'on évoquait tout à l'heure anglo-saxonne de prêter sur la valeur d'un bien, quitte à aller chercher du 40-45 d'endettement, de payer que sur les intérêts, donc du in fine, etc. Les banques françaises ont toujours été dans une norme de 33, 34, 35. Le gouvernement a voulu quoi dans un premier temps? Il a simplement voulu juguler un peu l'inflation sur l'immobilier, sur les prix, en se disant, si je restreins l'octroi de crédit, de facto, il y aura donc moins d'acquéreurs qui pourront servir le marché, et auquel cas, les vendeurs seront bien obligés de reviser leur prix, puisque de toute façon, ils n'arriveront plus à trouver preneur de leurs biens. Et puis, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça, c'est le premier effet. En parallèle de ça, les taux d'intérêt ont continué de chuter, de baisser dans une période non-inflation. Je rappelle que la BCE a pour vocation d'avoir une arme des taux pour contenir ou réguler l'inflation. Mais lorsqu'il n'y en a pas, eh bien, effectivement, les taux continuent à être bas, avec même la peur de rentrer en territoire négatif sur des taux. Et les taux ont tellement baissé que l'État s'est dit, attention banque, vous pouvez être en danger sur la rentabilité de vos produits. Donc, on a une contraction de tout ça qui fait que là où même pendant la crise de 2007-2009, nous n'avions jamais entendu parler du Haut Conseil de stabilité financière, ben, d'un seul coup, il y a un an, et tous les auditeurs en ont entendu parler, attention, il y a les normes, l'État arrive et ça va être extrêmement violent. Alors, c'est plus un effet d'annonce parce que
la première norme, avant d'arriver à celle qui est en vigueur aujourd'hui, était de dire ne dépassons pas 33 d'endettement hors assurance. Mais globalement, c'est ce que nous faisions. Et globalement, on y dérogeait sur ceux qui avaient plus de revenus. Est-ce que ça a du sens? Effectivement, un 33 d'endettement sur 2 SMIC, effectivement, n'a pas la même notion ni la même valeur que lorsque vous prenez un 33 d'endettement sur 80 ou 100 000 euros de revenus. Évidemment, la notion de l'apport aussi. Et donc, c'est ces choses-là qu'on a voulu réguler. Et puisque nous sommes tous allés, on a tous eu rendez-vous, les courtiers et nous également, bien évidemment, la centrale de financement, on a pris rendez-vous au Conseil de stabilité financière pour dire attention, vos normes donnent un très mauvais signe, là où globalement, il faut plutôt porter les primo-accédants, qui sont déjà en souffrance dans un monde compliqué économique, n'en rajoutons pas. Et donc, les normes viennent d'être figées, en se disant désormais maintenant, c'est 35% d'endettement. Alors, on pourrait dire, c'est super, c'est plus 33, c'est 35, me direz-vous, Fanny. Mais c'est 35 avec l'assurance. C'est 25 ans de durée. Alors, pour le neuf, on peut rajouter les 2 ans. On a gagné ça en victoire. Vous allez me dire, c'est mieux que rien pour la partie neuf. Mais avant, c'était 25 ans, y compris les 2 ans pendant lesquels la construction se fait, où on paye toujours sa maison, etc. Donc là, on se dit, OK, on fait 25 plus 2 ans. Donc, on va jusqu'à 27 ans. Voilà les normes. Et l'apport, on dit aujourd'hui, il faut payer les frais et il y ait 10% d'apport. Donc ça change un peu quand même le paradigme du prêt immobilier. Ça oblige les primo-accédants à aller voir leur famille pour dire comment je trouve l'apport. Alors la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous avez des taux bas pour le crédit, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'est source un peu de tension inflationniste sur les prix. Parce que lorsque les taux sont à 1% et que sur un taux d'endettement à 33% pour des clients qui voudraient acheter une maison et qui ont 40 000 euros de revenus, ben on met une quantité de monnaie à disposition plus forte que si les taux sont à 2%. J'enfonce une porte ouverte, mais lorsqu'on le rappelle, effectivement, donc, on est un peu source d'inflation autour de ça. Mais l'apport aujourd'hui, les Français n'en ont pas plus aujourd'hui qu'hier, mais comme les taux sont bas, c'est plus facile aujourd'hui d'aller voir les univers ascendants, descendants, etc., de leur dire l'épargne est tellement faible, peut-être que vous pouvez me prêter ou des donations. Et lorsqu'on parle avec les notaires, et j'imagine qu'on partage tous à peu près cette même expérience, on a de plus en plus de jeunes emprunteurs, et on est plutôt sur la niche primo-accédant, qui arrivent à trouver les 10% d'apport à travers une donation d'un oncle, d'une tante, d'une grand-mère, qui n'a plus besoin de ses revenus parce que de toute façon, le placement de ses revenus ne rapporte plus rien. Donc, on arrive un peu à avoir ça. Donc, 35 d'endettement, les 25 ans, plus les deux. Dans les 35, on a l'assurance. Et là, ce qui est important de signaler, c'est le côté discriminant d'y avoir intégré l'assurance. On a alerté les pouvoirs publics là-dessus en se disant danger parce que là encore, on n'aide pas les plus faibles. Vous avez un pépin de santé, vous savez que vous avez un surcoût d'assurance lié à ça, et le fait d'avoir un surcoût d'assurance, alors vous avez déjà un pépin de santé, bon, ça ne vous empêche pas de travailler, mais même vous avez un diabète ou quelque chose qui ne vous empêche pas de vivre, ou quelle que soit la maladie, bref, vous retravaillez, vous êtes identifié comme quelqu'un à risque, et au lieu d'avoir un 0,20, 0,30 du taux en assurance, vous allez avoir un 0,50, 0,60. Et vous risquez, au lieu d'avoir 100 euros d'assurance dans la mensualité à payer, peut-être 200 euros, et vous allez overshooter les 35 d'endettement, et vous ne passerez plus. Deuxième piste également qui est pénalisante et discriminante, c'est pour les seniors. Alors Olivier et moi, nous ne sommes pas concernés par ce postulat-là, soyons bien clairs, mais toute personne qui va avoir plus de 50 ans qui emprunte a un risque de coût d'assurance plus élevé et dépasser les 35 d'endettement là encore. Donc on dit aux législateurs, attention, de faire en sorte qu'une frange de population déjà pénalisée ne puisse plus emprunter et payer l'assurance à juste risque, pas de problème, mais la mettre comme un paramètre obligatoire du taux d'intérêt, danger. Ok, donc si on résume, un apport de 10%, une durée maximum d'emprunt de 25 ans et un taux d'endettement maximum à 35%, assurance comprise. Alors Olivier, ces mesures érigées par le Haut Conseil de stabilité financière, quel impact elles ont sur les différents porteurs de projets immobiliers aujourd'hui? Qu'est-ce que vous constatez, vous? Alors, on va publier prochainement une étude de Drinky BVA. Et cette étude, j'ai les premiers résultats, il y a 7 points de candidats à l'acquisition, donc des moins de 35 ans, 7 points de plus qu'avant l'été, en termes de projets d'investissement dans les 12 mois qui viennent. Donc quasiment 33 à 35% d'entre eux ont un projet immobilier. Ce qui est intéressant dans le 35%, parce que Sylvain a pris certains cas, en l'occurrence pour les primo-accédants, s'ils vont voir des assureurs en dehors de leur banquier, ce qui est une opportunité qui leur est offerte, ils vont plutôt bénéficier le 35% leur est plutôt favorable parce que
Je ne vais pas rentrer dans les tables de taux de mortalité, etc., qui ne sont pas très gaies, mais il y a un petit bonus pour les plus jeunes. Le deuxième critère qui me semble, ou caractère qui me semble vraiment intéressant, on prête globalement à ceux qui ont à vendre, un bien à vendre, je l'ai dit, et on traite aux jeunes CSP+. Donc la notion de revenu est toujours un critère important, et c'est évident ce que vient de souligner Sylvain. Et le dernier point, c'est que nos concitoyens les plus jeunes ont le même appétit, voire plus important que leurs parents pour l'immobilier, et donc ils ont tendance, pour trouver une solution, à s'éloigner. Et si leur emploi ne leur permet pas de s'éloigner des métropoles, ils vont louer là où ils habitent et ils vont investir pour avoir un patrimoine et commencer à se constituer un patrimoine immobilier. C'est intéressant puisque une génération qu'on dirait détachée des biens matériels ou que sais-je, non, l'ancrage du bien immobilier est toujours là. Et ça, c'est très rassurant pour la profession, mais aussi pour la stabilité du pays. Alors, on va revenir sur ce profil des primo-accédants, mais avant, je souhaitais aborder un profil dont on parle un petit peu moins, voilà, qui est souvent négligé, c'est un terme un petit peu fort, mais c'est celui des indépendants, qui est le cas que vous voyez apparaître à l'écran. Je suis travailleur indépendant depuis quelques années, j'ai des revenus fluctuants et je souhaite accéder à la propriété. Une question que ces profils-là se posent souvent, c'est est-ce que c'est possible? Le CDI est-il toujours un sésame pour aujourd'hui avoir la chance de pouvoir accéder au crédit immobilier? Voilà. Comment aujourd'hui, Sylvain, ces populations-là, quelles réponses vous pouvez leur apporter? Je vous laisse commenter peut-être d'abord Sylvain, puis ensuite Olivier, je vous laisserai réagir. Le monde, là encore, a beaucoup changé. L'ubérisation est passée par là. De plus en plus d'indépendants sont là. Et le monde bancaire a aussi évolué. Pour autant, indépendant ou salarié, on va exiger d'abord un niveau de recul sur l'indépendance. D'abord, quel type d'activité? Est-ce que nous sommes dans une activité sensible à la crise actuelle? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de chômage partiel et quels sont les risques et les enjeux de demain? Donc attention à tous ceux qui seraient indépendants dans des métiers un peu connexes. On va prendre l'aéronautique ou d'autres métiers, consultants, indépendants, etc. En se disant attention, un consultant de Scherbus appuie la cote comme il l'avait il y a quelques années. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, on va dire, bah, écoutez, attendez, vous ne pouvez pas acheter la première année de votre bilan. On va vous demander minimum 2, voire 3 années de recul pour voir la pérennité. D'abord pour vous, ménage français qui achetez, de savoir où vous allez. On n'est pas là pour vous faire du défaut de conseil et vous pousser à acheter à tout prix. Donc, quelle qualité de revenus vous avez et quelle pérennité vous en avez, indépendant ou pas, à la méthode un peu anglo-saxonne. Ce n'est pas du tout choquant d'être self-employment aux États-Unis et ça commence à arriver en France. On n'est pas là pour juger si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, on le constate et on en a de plus en plus. Donc, dès l'instant qu'on a un peu de recul, un peu de maturité, qu'on est capable de prouver des bilans, des relevés de comptes sains, on n'a aucun problème pour financer des indépendants aujourd'hui. Olivier, vous voulez rajouter quelques mots sur le statut d'indépendant? Je crois qu'on est assez bien placé dans le groupe avec 5500 conseillers en immobilier indépendant, dont c'est certains, et nombreux, et merci, nombreux sont-ils, à énormément travailler, à s'investir et atteindre des niveaux de revenus qu'ils n'avaient pas par le passé. Donc, on peut être self-employment ou indépendant et progresser en termes de revenus et donc avoir des capacités d'emprunt et d'investissement bien supérieures. Donc, un indépendant peut être bien évidemment plus solide que quelqu'un qui a un CDI. Encore faut-il prouver, et ça demande un peu plus de temps, c'est un fait. Alors très bien, on a tout à l'heure évoqué vous avez commencé, Sylvain, à le toucher du doigt, les taux bas. Effectivement, pour les personnes qui souhaitent accéder aujourd'hui au crédit immobilier, alors il y a les mesures du Haut Conseil de la stabilité financière qui se durcissent un peu, mais la bonne nouvelle, c'est que les taux sont historiquement bas. Vraiment, vous le voyez, on va le voir apparaître à l'écran. Je vais vous laisser donner les tendances sur les derniers taux, Sylvain, mais comment vous expliquer cette dynamique de taux bas qui s'opère depuis déjà quelques années et qui atteint des plafonds historiques actuellement? Bien, le monde bancaire se refinance avec l'OAT à 10 ans, qui est une émanation des taux nationaux et de la BCE. Donc, politique accommodante de financement, on le voit bien sur ce graphique. Ça répond à un vrai besoin de liquidité, des monnaies d'Europe, etc. Donc, on n'a pas trop le choix que de suivre ce mouvement-là.
La vraie question est de dire, lorsqu'on regarde votre graphique au niveau 0, est-ce qu'il ira en secteur négatif ou pas? Est-ce qu'il y aura des taux négatifs, ce qui est culturellement extrêmement compliqué à expliquer que globalement, il faudra payer des frais pour avoir un emprunt, mais que la banque vous prendra plus de taux d'intérêt. On n'en est pas là. Aujourd'hui, on tablait même sur un début de reprise des taux à l'automne, et finalement, on se dit qu'à un moment donné, l'inflation repartira parce que l'économie repartira. Il n'y a pas un cycle où elle n'est pas repartie, et à partir du moment où il y aura un peu d'inflation, eh bien, les taux repartiront parce qu'on aura besoin de les augmenter pour calmer un peu cette inflation en dissuadant quelques-uns d'acheter dans notre domaine à nous, j'entends. En tout cas, l'inquiétude qu'on peut avoir face à ces taux, alors il faut savoir le prendre comme un phénomène d'opportunité aujourd'hui, parce que c'est réellement le cas. N'oubliez pas que mon premier crédit, je l'ai fait à 10% de taux d'intérêt, et c'était 15 ans maximum. Je vous parle de ça il y a quelques années, évidemment. Aujourd'hui, vous empruntez sur 25 ans sur globalement 1% de taux d'intérêt ou un 10. Donc là aussi, ça a été culturellement une profonde refonte. Le problème, c'est qu'avec les normes du Haut Conseil de stabilité financière, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre, puisque le législateur, pardon, dit je fixe la durée, et je le fixe dans le marbre. C'est la volonté de Bruno Le Maire en septembre de dire on l'inscrit auprès des banques et on exige auprès des banques de dire désormais il y aura une règle commune admise qui n'est pas du droit, mais qui est une recommandation forte. Et si les banques y dérogent de masse, elles auront des pénalités à payer, donc elles n'y dérogeront donc pas. Et les messages sont déjà passés dans les états-majors de nos fournisseurs, les banques, de dire 35%, on n'y déroge pas, 25 ans, on n'y déroge pas. On n'a plus que les taux d'intérêt. Et si les taux d'intérêt augmentent, les enveloppes de prêts vont forcément baisser, parce qu'on n'aura plus l'effet durée, l'effet taux d'endettement et l'effet durée sur lequel on pourra jouer. Et ça va devenir forcément un peu contraint. Et à partir de là, je pense que c'est une vraie volonté du gouvernement de dire ça contribuera effectivement à tendre un peu le marché de la vente et à faire en sorte que les prix se tassent un peu. Alors, la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait une légère augmentation, qu'elle soit régulière, qu'elle soit calme, que l'immobilier, que les taux d'intérêt, je vous le dirais différemment, il y en a marre que la filière immobilière soit la variable d'ajustement du gouvernement, voilà, et des gouvernements. Et ce qu'on a demandé, nous, c'est une sorte d'un peu de moratoire, de livre blanc interpolitique pour dire faites la politique que vous voulez, mais à un moment donné, soyez constant dans les décisions que vous prenez, parce que le prêt immobilier, c'est du long terme. On le dit à nos clients, c'est un tiers de la vie des ménages, un tiers de leurs revenus. Donc, on y consacre du temps, du conseil, de l'accompagnement, et on ne peut pas avoir une vision de long terme avec des effets de yo-yo, soit sur les taux, soit sur la législation, soit sur les normes qui changent. Voilà ce qu'on dit. Donc, selon vous, Sylvain, cette hausse, elle est souhaitable. Est-ce qu'elle va arriver à court ou moyen terme? Vous voyez l'évolution comment sur les prochains mois? Alors, compliqué de faire France Loto aujourd'hui, Fanny, mais et vous voyez tous les grands économistes, alors je serais très humble, hein, puisque tous les grands économistes qui avaient prédit en 2007 des choses ou qui n'avaient pas prévu la crise financière est arrivée, donc je serais extrêmement humble là-dessus. On imagine un peu dans ce que l'on entend, dans ce que l'on voit, que l'économie repartant, oui, il y aura, on en parle déjà aux États-Unis, est-ce qu'on augmente un peu les taux? Oui, non. C'est des sujets qui n'étaient pas évoqués voici un an, qui commencent à l'être. Je vous rappelais tout à l'heure, en début d'émission, que 0,10 du taux sur un prêt de 100 000 à 15 ans, c'est 10 euros. Donc, pas de panique, mesdames, messieurs les conseillers. Il y a encore de beaux moments devant nous pour faire de belles affaires. Ok, alors ces taux bas, c'est une aubaine, bien évidemment, pour les porteurs de projets immobiliers, parce que naturellement, mécaniquement, ça augmente le pouvoir d'achat. Toutefois, on a le sentiment, et ça sera intéressant de vous faire réagir là-dessus, que les banques, en parallèle, sont de plus en plus frileuses quand même sur l'octroi des crédits immobiliers. Est-ce que, Olivier, c'est quelque chose que vous constatez, vous, sur le terrain, à travers les 20 000 transactions que vous générez chaque année? Est-ce que vous voyez un durcissement des conditions d'octroi? Alors déjà, je rappellerai que la baisse du coût du crédit, on avait fait l'évaluation il y a 4-5 ans, avait permis d'augmenter de 20-25% la surface. Je préciserai que comme ça a eu quand même un petit effet inflationniste sur les prix de l'immobilier, ça a été en partie, cette augmentation de la surface, ça a été en partie gommée par l'augmentation du prix du mètre carré, qui plus est dans les grandes métropoles ou les villes qui s'y connectent. Donc ça, c'est un point important dans le projet. Ensuite, quand je suis investisseur, quand je veux acquérir un bien immobilier, la variation de taux
et le graphe à l'écran en témoigne, ça ne se fait jamais sur des périodes très très courtes. C'est vraiment du moyen long terme. Donc on aura le temps de réagir. Et n'oublions pas que ceux qui ont emprunté ces 3, 4, 5 dernières années à des taux très compétitifs, dans un cadre inflationniste, auront un coût de leur dette qui lui va baisser. Et donc, en fait, vont regagner du pouvoir d'achat, si je puis dire, et donc du pouvoir d'achat immobilier. Voilà, donc pour moi, j'observerai surtout la phase de transition, puisqu'on est dans un équilibre de marché, offre-demande, vous l'avez compris. Et donc, je pense que annoncer une remontée des taux, c'est probablement un peu agiter un chiffon rouge et il n'y en a pas une nécessité, mais c'est commencer à préparer effectivement le fait que le marché peut bouger. Le frein actuel, léger frein sur l'augmentation des prix et non pas la baisse des prix, ne disons pas n'importe quoi. Il y a un frein sur l'augmentation. Va être probablement un peu suscité et généré par ce risque d'augmentation. À l'inverse, ça accélère les projets des Français. On a des projets très très courts, peu de biens à la vente et une réduction du temps entre la mise en mandat et le compromis qui est aussi dû par cet appétit. Un acquéreur aujourd'hui qui ne se positionne pas rapidement, et je reviens à la préparation, c'est qu'il n'a pas pu, puisqu'il ne s'est pas préparé, il n'a pas le discernement. Il ne va pas pouvoir en bénéficier. Donc un cycle qui bouge, et sur le fond, pour avoir vécu chez les anglo-saxons, moi, ce qui me marque le plus, c'est que si les taux remontent, il serait souhaitable que la durée remonte, puisque les Anglais sont à 90 ans, les Suisses sont à 90 ans, et nous, on cale à 25 ans. C'est quand même incroyable. Nous sommes les seuls, à ma connaissance en Europe, à être aussi frileux sur la durée et sur cette visibilité. A contrario, dans les pays que j'ai cités, vous n'avez pas ce confort de l'assurance d'essai qui fait que vos ayants droit en France n'héritent pas de la dette, alors que chez les Suisses, vos enfants héritent de la dette et portent le bien pour les 50, 70, 90 ans si ça tombe très mal, très très vite. Voilà. Donc on est vraiment dans une configuration où il faut observer, mais ça ne changera pas en 3 jours. Et ces taux bas, alors, est-ce qu'effectivement c'est une tendance, enfin c'est simplement une impression, ou ces taux bas, ils ont un impact aussi sur le durcissement d'octroi des banques? Est-ce que vous faites un parallèle ou pas du tout? Est-ce que les banques ont plus de difficultés aujourd'hui à financer, enfin en tout cas sont plus regardantes? Alors, on est d'abord sur un plein emploi en matière de prêt immobilier, puisque Olivier parlait de records de transactions. Quasiment, selon les syndicats ou la préfecture, on aura les chiffres en fin d'année, mais on est sur des niveaux très soutenus. Donc le prêt immobilier, en étant le pendant, effectivement, ça fonctionne du même niveau. Et les banques disent seulement, attention, on est dans un plein emploi, on fait nos objectifs facilement, parce qu'il y a une grosse demande. Ne prêtons pas n'importe comment, comme on a pu le faire dans le passé, parce que nous avions des objectifs à réaliser. N'oublions pas qu'une banque sur la partie privée ne capte des parts de marché qu'à travers le prêt immobilier. On ne va pas changer de banque parce que la couleur du chéquier ou de la carte bleue aujourd'hui est différente, etc. Donc on change uniquement lorsqu'on fait son acte majeur financier de sa vie, à savoir le prêt immobilier. Donc l'enjeu est là. On a toujours 2 types de banques. On a les banques du premier semestre qui veulent prendre des parts de marché dès le 2 janvier, et on a toujours des barèmes. Alors, ça fait 30 ans, 25 ans, pardon, que je suis dans le prêt immobilier. Ça fait 25 ans que c'est comme ça. On a les banques du premier semestre qui viennent nous expliquer qu'elles ont besoin de prendre des parts de marché. Puis vous avez les autres banques qui nous disent, nous, vous comprenez, on a besoin de faire de marge parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc nos taux sont comme ça et ce n'est pas négociable. Et le deuxième semestre, à partir de mi-juillet, on les voit arriver en disant, écoutez les gars, finalement j'ai beaucoup réfléchi, on va vous faire des super taux parce qu'il faut quand même qu'on fasse une bonne année ensemble. Et celles du premier semestre se retirent un peu du marché, ayant fait leurs objectifs plus rapidement que prévu. Voilà, la vie, elle est ainsi faite. C'est un monde de commerce, il ne faut pas l'oublier. C'est un monde sérieux, bien sûr, mais c'est un monde de commerce où les partenaires bancaires, à travers le monde du courtage que je représente aujourd'hui, sont là pour faire du business, capter des parts de marché, équiper leurs clients. On sait qu'un client qui a au moins 5 ou 6 produits, à savoir l'assurance, la MRH, etc., est quand même fidèle 6-7 ans dans une banque. Donc, plus on l'équipe, mieux c'est. Ils sont là pour faire du PNB. Et la norme donnée, j'en ai pas parlé tout à l'heure, sur le Conseil de stabilité financière, de dire aux banques, on vous autorise à déroger à hauteur de 20% sur ces normes-là.
Donc faites n'importe quoi, enfin faites pas n'importe quoi, je le dis mal, pardon, mais faites ce que bon vous semble sur votre clientèle et dérogez aux règles drastiques que je vous impose, oui, mais ils ne dérogent pas, ils n'iront pas au-delà. Et comme on est dans une période de plein emploi où le prêt immobilier se porte plutôt bien parce que la transaction se porte bien, alors elle se porte bien, vous qui nous écoutez, elle se porte bien, oui, avec ce que l'on constate aujourd'hui, un tassement un peu du marché aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui se tasse un peu par la raréfaction des biens. Donc on est très prudent et on dit attention, comment on fait pour donner envie aux vendeurs de vendre, quelles conditions de marché on donne pour faire en sorte que le vendeur retrouve cette envie de vendre, parce que s'il ne décide pas de vendre, il n'y aura plus de biens sur le marché et on va tous être contraints sur une fin d'année un peu plus tendue. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la question de l'assurance de prêt. Vous le disiez, Sylvain, aujourd'hui, dans les mesures qui ont été annoncées par le Haut Conseil, il y a effectivement cette norme des 35% qui va intégrer l'assurance de prêt. Cette assurance de prêt, elle pose souvent des questions auprès des futurs acquéreurs. Souvent, les banques, c'est leur, bien sûr, c'est leur job, elles vous poussent à faire un financement global avec à la fois le prêt et l'assurance qui est reliée. Est-ce que, si on peut donner quelques conseils, quelques astuces là aux gens qui nous écoutent, est-ce qu'il est obligatoire de souscrire une assurance de prêt avec la même banque qui finance son projet? Est-ce qu'il est possible de faire appel à un autre organisme? Quels sont vos conseils et votre regard là-dessus? Alors, pardon Olivier. Je t'en prie. Il y a d'abord eu la loi Lagarde, et puis Hamon, puis Bourquin, c'est des lois peut-être qui vous parlent. En tout cas, ce sont des lois qui essayent d'imposer aux banques le fait de dire l'assurance doit être totalement désolidarisée du prêt, parce que l'enjeu sur l'assurance est considérable, et le monde a changé. On est passé, voici 25 ans, 30 ans, l'avantage de l'expérience est là, où les banques n'avaient que leur assurance groupe et un taux soutenu. C'était une assurance mutualisée. C'est-à-dire que vous ayez 20 ans ou 60 ans, le taux était le même. On était environ des 0,50 du montant du prêt, etc. Et puis, des assureurs sont arrivés sur le marché. On dit, attendez, c'est pas logique. Vous avez 30 ans, vous devez payer moins parce que votre risque est moindre. Et celui qui est plus âgé doit payer plus parce que son risque est plus élevé. Et on va essayer de coller à ça. Et donc, la part d'indépendance dans le monde de l'assurance à travers le courtage en assurance a pris une place qui finalement est devenue assez prépondérante, jusqu'au moment où les banques ont réagi en disant mais on perd de la marge parce que l'assurance c'est aussi ça de leur point de vue. Donc on va réagir et on va commencer à proposer des assurances groupes avec des différents niveaux pour des jeunes, des moins jeunes, etc. et se caler, parce que l'enjeu aujourd'hui est encore plus fort qu'hier, puisque ça devient le deuxième poste de rentabilité. Par rapport, parce que les taux de mortalité sont connus, etc. Donc finalement, une assurance de prêt est presque sans risque en termes statistiques, peut-être encore moins que pour le prêt lui-même. Et donc les banques essayent de reprendre la main là-dessus, donc elles ne peuvent pas l'imposer. Le législateur est extrêmement ferme et clair, mais pour autant, il faut bien une assurance qui réunit l'ensemble des critères nécessaires exigés par le législateur et par les banques qui se disent vous pouvez prendre une délégation d'assurance, mais ça me chagrine un peu, donc je suis moins enclin à vous accompagner si vous ne prenez pas mon assurance groupe. Et si je vois côté consommateur, l'avantage d'avoir une assurance groupe dès l'instant que le taux est dans la norme qui vous satisfait a priori, il y a tellement de comparateurs qu'il est facile d'avoir un vrai avis sur le marché, puis d'aller voir un courtier. Nous, on a tous les comparateurs qui permettent d'aller choisir l'assurance. Donc, vous avez bien sûr le taux qui est un fondamental, mais c'est la même chose, Fanny, que lorsque vous allez acheter une voiture neuve et que vous allez voir votre assurance. Vous êtes beaucoup plus sensible à ce qu'il y a dans l'assurance aussi qu'à son coût. Vous êtes sensible sur ces deux sujets. Et une assurance pas chère, ça veut dire quoi? Si vous avez une franchise de 180 jours, comme on en voit quelques-unes, si vous avez toutes les exclusions pathologiques, des lombalgies, des céphalées, etc., elle peut ne pas être chère, mais elle ne servira à rien. Donc, il faut trouver le juste milieu entre le rapport et ce qu'on va en faire et quelle couverture on en veut. Et après, c'est Fanny, imaginez que nous achetions un bien tous les deux. Je préviens les auditeurs que ce n'est pas prévu à date, mais imaginons, on a deux salaires. Est-ce que l'on s'assure à 50% chacun, à 100% chacun? Quelle vision du risque on a? Voilà, il y a aussi cette approche-là. Il ne faut pas qu'on résume en disant c'est trop cher, je ne nous assure qu'à 50-50, comme vous feriez pour votre voiture neuve à dire l'assurance est trop chère, je prends que du tiers. Non, non. Je fais quoi?
et à quel moment, parce que ce n'est pas quand le pépin arrive qu'il faut s'interroger. Et donc voilà, c'est du conseil, c'est un vrai sujet. Et ce n'est pas un sujet qu'on peut traiter dans un rendez-vous avec un courtier ou dans une banque, c'est presque un tiers du rendez-vous. Nous, les rendez-vous, c'est un tiers sur ils achètent quoi, donc le professionnel de l'immobilier quoi, est-ce que le bien est revendable, fongible, etc. Le deuxième, c'est le taux d'intérêt et les accessoires du prêt. Et le troisième, c'est l'assurance, bien sûr. Bon, j'ai bien noté l'appel du pied, Sylvain, en tout cas. Merci. Concernant, on l'a un peu évoqué, Olivier, tout à l'heure, les prix de l'immobilier, par rapport à cette courbe de taux bas qu'on voit, quelle incidence ça a, ces taux bas, sur les prix de l'immobilier et potentiellement une hausse qui peut s'opérer demain ou dans les mois à venir? Qu'est-ce que ça changerait? Quelle incidence directe sur les projets immobiliers des Français et sur les prix? Je l'ai un peu touché du doigt tout à l'heure. Bien évidemment, une baisse de taux donne un peu plus de souplesse dans la valeur d'acquisition parce que la charge de la dette et le loyer mensuel, parce que c'est ce qui compte au final, est allégé. Maintenant, les prix ont tellement progressé que ça s'est bien estompé. Donc, je crois qu'on est revenu, et entre autres, le 25% de surface en plus a été totalement gommé. Mais une fois que je suis endetté, l'important, c'est combien je finance et quel est mon coût. Voilà. Et Sylvain, vous avez beaucoup insisté sur la liquidité et la capacité à revendre ce bien. N'oublions pas qu'en immobilier, avant de faire une assurance, avant de faire un emprunt, je choisis un produit. Et ce produit, il est critique de bien l'analyser parce qu'il n'y a pas plus onéreux qu'un projet immobilier, j'ai envie de dire, raté, c'est-à-dire je n'investis pas, je n'achète pas dans un bien qui correspond à mon mode de vie, à la taille de ma famille, à mes ambitions personnelles, à l'équilibre de vie que je souhaite. C'est un critère qui a aussi été très impacté par le confinement, parce qu'on l'a vu, qui dit confinement dit potentielle mobilité géographique, je peux m'installer plus loin parce que j'étais confiné, ça m'a donné des envies, mais aussi parce que le télétravail me permet d'aller m'installer plus loin. Mais il m'exige, pour travailler correctement, un espace de travail, donc probablement une surface plus importante. Donc les critères de choix et les critères de prix sont souvent en fin de course, j'ai tous mes paramètres et puis je suis obligé de décider d'en abandonner certains. Ce peut être l'adresse, ce peut être la surface, ce peut être l'étage, peut-être avec, sans ascenseur. Voilà, donc les cas sont très très nombreux, mais ma recommandation numéro 1, c'est choisissez le bien où vous serez bien. Et là, c'est ça un projet immobilier, un projet de vie réussi. C'est vraiment la question number one, j'ai envie de dire. Revendre sous 2-3 ans, rien qu'à cause des prix des notaires, c'est salé. Et le dernier point, bien évidemment avec des taux bas et une plus-value escomptée qui a été très significative ces dernières années par l'augmentation rapide des prix, eh bien, ça a aussi amené du confort parce que si j'ai une dette un peu élevée, mais combien progresse très très vite sur le marché, c'est très confortable et ça génère à nouveau de nouvelles ambitions, de nouveaux projets immobiliers. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que ce marché soit liquide et la banque, le système bancaire français, tout le parcours de financement est critique pour cette liquidité et cette mobilité des Français par rapport à leur lieu et leurs biens de leur environnement de vie. OK, un autre cas qu'on souhaitait aborder parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent et on a régulièrement des questions là-dessus. C'est sur les gens qui s'apprêtent à acheter une maison avec des rénovations importantes. Des questions qui nous sont montées souvent, c'est comment appréhender le financement de ces travaux, en plus du financement du bien? Est-ce que je dois souscrire un prêt, 2 prêts? Est-ce que je dois mutualiser les 2? Quel élément de réponse on peut accorder enfin on peut donner sur ce cas-là? Alors Fanny, il y a deux visions. La première, c'est je suis agent immobilier, je veux impérativement faire la vente. Donc je pousse peut-être à dire vous verrez les travaux plus tard. Et puis il y a l'autre vision, que je pense que nous partageons tous, c'est de dire essayons d'avoir une vraie vision globale du projet. Un, bien sûr, ne pas sous-estimer la valorisation des travaux et bien la mettre. Et deux, l'intégrer totalement dans le financement. Vous savez qu'on a une filiale qui fait du regroupement de dettes. Un regroupement de dettes sur 2 aujourd'hui que l'on fait, et on fait également on fait 24 000 crédits par an, donc ça vous situe le niveau d'expertise et de recul que nous avons là-dessus. Globalement, 1 sur 2, c'est des gens des ménages français mal endettés parce qu'on acheté, ont voulu faire, alors, soit dans la construction neuve en disant je construis une maison, mais
comme j'ai une enveloppe faible, bah, je finirai tout seul, et puis ça dure 10 ans, puis ça se finit jamais, puis à un moment donné, je fais un pré-conso, un deuxième, un troisième, et ça se finit mal. Et c'est pareil dans l'ancien. Le fait de dire, écoutez, on fait le minimum, on verra plus tard. Finalement, bah, l'appel de vouloir améliorer son logement est plus fort, et on va commencer par faire un petit prêt travaux 10 ans, puis ça suffit pas, on va faire un pré-conso derrière. Et c'est le début d'un mal-endettement. Et puis, sociétalement parlant, c'est pas vivable. À un moment donné, quand vous commencez à avoir des problèmes financiers, bah, vous savez qu'il y a des problèmes dans le couple, etc. Si on y rajoute en plus un problème de revenus, on a une explosion de la cellule familiale. Donc, c'est prévoyez-le bien, quitte à aller chercher de la durée. Observons, on a des techniques de crédit aussi pour accompagner ça. On peut aussi faire un prêt avec 2 paliers s'il y a une grosse enveloppe de prêt, de travaux pardon, à prévoir. Essayer de faire un palier. Vous avez un profil carrière, fonctionnaire évolutif dans votre clientèle. Eh bien, c'est l'occasion de leur dire, on peut peut-être aujourd'hui payer que 1 000 euros dans 5 ans, payer 1 200 et faire un palier qui peut être progressif. On est toujours à taux constant, on n'est pas à taux variable, bien sûr, mais faire des progressivités. On peut faire aussi pour quelqu'un qui a toujours travaillé dans une grande agglomération, qui n'a jamais pu acheter son bien, par exemple. On en voit de plus en plus à Paris et dans les grandes villes. Olivier le soulignait en disant je reste locataire et je me fais plutôt un investissement locatif ou secondaire ailleurs dans une ville moins contrainte en termes de prix du mètre carré. Bien, là, on a la même chose. J'ai 55 ans, 58 ans, 59 ans. Alors, soit je refais ma vie et j'ai un nouveau projet de vie, soit je sais qu'à horizon temps assez défini, je vais me retrouver en retraite. Mais je sais que j'ai 5 ans de super revenus, tout va bien, et je sais que ma baisse sera après. Et j'achète dans l'ancien, je reprends votre cas qui est un très bon cas d'école, parce que c'est très fréquent aujourd'hui, mais j'achète là où j'avais mon histoire d'enfance, de famille, etc. Et je vais acheter ce bien-là, mais j'ai beaucoup de travaux à faire. Bah, très bien, bien, pendant 5 ans, on va vous financer un montant plus élevé, enfin une mensualité plus élevée, et puis on va faire en sorte de la baisser le jour de la retraite, puisque aujourd'hui on peut calculer et faire un palier, cette fois dégressif, de faire en sorte que ça colle à votre réalité de revenus pour éviter le mal-endettement ou le surendettement. Donc, si je résume, il y a plein de techniques qui permettent de s'adapter à des enveloppes de travaux, mais calculez-les bien et faisons en sorte de ne jamais les minorer. On dit souvent à nos clients en termes de conseils, OK, tout ce que vous avez calculé, c'est bien, ben, rajoutez 10% quand même. Et je pense qu'on partage ce retour d'expérience que c'est toujours plus cher que jamais moins cher. La rénovation énergétique, c'est un sujet d'actualité. Pour nous aussi, Olivier, il y a les normes qui ont pas mal évolué, notamment cet été. J'en profite peut-être une parenthèse là-dessus pour rappeler un petit peu le cadre et les nouvelles dispositions. Oui, alors pour les acquéreurs, mais aussi pour les investisseurs, effectivement, ce qu'on appelle le DPE3, c'est ces nouvelles étiquettes, ces nouvelles exigences et le fait que c'est opposable au tiers, donc juridiquement engageant. Donc, on ne va pas traiter ce sujet dans le détail. J'inviterai probablement patron d'un syndicat qui traitera ce sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce déclic. Aujourd'hui, je suis propriétaire, je dois me renseigner correctement, voire faire évaluer, parce que globalement, si je suis en catégorie F et G, donc ça va de A à G, eh bien, demain, je ne pourrai plus augmenter mon loyer et à terme, je ne pourrai même plus louer mon bien. Et je pense qu'il y a une épée de Damoclès ou un risque que ceci soit étendu à terme à la cession des biens. Et vous avez vu probablement sur les réseaux sociaux aux informations la visite de notre président à Marseille avec 30% de biens insalubres. C'est encore un sujet qui revient, qui est d'actualité. Et en tant qu'administrateur du syndicat UNIS, nous travaillons actuellement sur un livre blanc pour faire des propositions aux différents candidats aux élections 2022 afin qu'ils prennent en compte ces différentes exigences. Aujourd'hui, dire que d'un seul coup, ou imposer d'un seul coup que tous les biens soient minimum E, c'est totalement une lubie. Déjà, qui va être capable de financer une très forte rénovation avec des prix de l'immobilier qui ont fortement augmenté et des loyers qui n'ont pas suivi? Donc déjà, quelle est la rentabilité? Qui est le propriétaire? Probablement des personnes plus souvent à la retraite qu'autre chose. Ont-ils les moyens d'investir alors qu'ils vivent de ces loyers? Donc il y a vraiment des problématiques nationales. On ne va pas les traiter aujourd'hui, bien évidemment, mais mon conseil, c'est regarder sérieusement, que vous soyez vendeur ou acquéreur, bien évidemment, la nature, votre rating, votre catégorie sur l'étiquette et puis redemander, puisque la norme a changé au 1er juillet 2021,
on n'est plus sur la consommation liée à une facture d'énergie, mais bien sur l'analyse du bâti pour savoir quelle va être la lettre attribuée à votre bien. Voilà, ça c'est de la vigilance. Ça fait partie aussi de la gestion de son patrimoine immobilier, qu'on soit résident ou locataire. On y reviendra peut-être avec un live dédié effectivement sur la partie rénovation parce que c'est un sujet à part entière. Avant de nous quitter, parce qu'il nous reste 10 minutes, je voulais quand même aussi évoquer un cas qui me paraît intéressant. Je lisais hier dans un article de la Maison des mandataires qui signifiait que 33%, que la part des primo-accédants parmi les emprunteurs a considérablement baissé en un an. Il y avait 33% en juillet 2020 de primo-accédants pour l'emprunt, contre 43% il y a un an. Alors forcément, c'est un public important. L'idée, c'est aussi de vous donner quelques clés si vous êtes dans ce cas-là. Si je suis un jeune actif que je souhaite acquérir mon premier bien immobilier, c'est intéressant de faire un rappel sur les aides, les prêts, parce qu'il y a des choses qui sont proposées par l'État notamment. On va y revenir. Et puis, comment je peux m'équiper pour construire mon dossier? Parce que vous l'avez dit, la préparation, c'est important. Donc, si on peut donner quelques clés, effectivement, pour préparer au mieux, l'apport minimum, on en a parlé, mais rappelez quand même les 2-3 points essentiels pour préparer au mieux son dossier. Pour commencer, pour vous situer aujourd'hui, sur les 24 000 dossiers, nous on fait 50% de primo-accédants et 50% de personnes qui ont déjà acheté, qui revendent une fois, deux fois, enfin, leur énième accession de résidence principale. C'est évidemment deux populations totalement différentes, mais vous avez les mêmes lorsqu'il s'agit d'un premier achat. L'accompagnement n'est pas le même quand vous êtes agent immobilier mandataire, que lorsque que vous avez de l'expérience en face. Donc, à ces personnes-là, on a vu, bien sûr, baisser la quote-part de primo-accédants, mais pour une raison très simple. C'est que l'année dernière, le choc a été violent lorsque les normes du Haut Conseil de stabilité financière ont été mises de façon plus sévère. Et d'un seul coup, on a eu plein de refus. Notre taux de refus, il a augmenté de 20% pendant 3-4 mois, le temps que le marché s'adapte. Quand je dis le marché s'adapte, je ne parle pas que de nous, monde des courtiers, je parle aussi de vous. Parce qu'il a fallu, là où vous aviez un primo-accédant en ayant la certitude que le crédit suivra, ben vous avez eu un taux de refus. Et depuis fort longtemps, vous n'aviez plus des compromis qui n'allaient pas au bout. Et là, vous avez eu plein d'annulations de compromis parce que refus bancaire. Donc, ça nous a tous un peu perturbés. Il a fallu comprendre pourquoi, est-ce que ça allait durer et autres. Et puis, on s'est adapté parce qu'on a une capacité, je pense, de rebond les uns les autres dès qu'il s'agit du commerce assez soutenu. Et puis, on s'est tous dit, OK, maintenant, il faut une étude de faisabilité, il faut accompagner un primo-accédant, il faut trouver l'apport, il faut s'organiser. Nous, les primo-accédants, aujourd'hui, on les reçoit quasiment avec leurs parents. Enfin, pas tous, hein, mais beaucoup. Et on insiste pour faire en sorte, venez avec vos familles, de telle sorte à ce qu'on craque le sujet de l'apport, de la durée, etc. ensemble. Parce qu'il y a une chose, la chose la pire, c'est de conseiller un primo-accédant, de lui dire, ben voilà, il va falloir emprunter sur 25 ans parce qu'on ne peut pas faire 20, et puis ceci, et puis cela. C'est tellement facile, et on a tous vécu ça. On les conseille le vendredi. Vous avez signé un compromis, vous, le jeudi. Et puis le week-end, ils mangent en famille. Et le dimanche, globalement, c'est tellement facile pour le beau papa d'aller dire mais non, c'est pas le moment, surtout si vous regardez le JT de 20 h en même temps et que vous voyez les drames, c'est un peu de taliban par-dessus, ça va être facile de dire c'est vraiment pas le moment d'acheter. Donc surtout, faites pas, puis 25 ans, c'est trop long, etc., même si le taux sont bas. Donc il faut être rassurant et il faut avoir toutes les parties prenantes autour de ce projet pour être sûr que derrière, on n'aura pas de forces d'opposition qui vont détruire et qui feront que le lundi, vous aurez votre annulation de compromis. Et nous, on ne fera pas l'affaire non plus. Alors, on est là, on ne fait pas l'affaire pour faire l'affaire, mais parce qu'on pense que ça a du sens d'accompagner aussi. Et n'oublions pas un fondamental. Certes, je vais encore enfoncer une porte ouverte, mais plus vite on commence un prêt, plus vite il est fini. Et ça fait partie du bon sens paysan, comme j'aime à le dire. Donc, il faut les accompagner, il faut leur dire oui, il va falloir de l'apport, bien sûr. Les aides, alors, elles sont différentes selon le type de population, de la façon chez qui vous travaillez. Est-ce que vous êtes fonctionnaire? Est-ce que vous avez le droit au prêt Action Logement? Qui sont des prêts souvent aidés. Alors, vous avez des prêts départementaux, vous avez la ville parfois qui fait des prêts. Le problème, c'est que les taux sont extrêmement faibles, mais sur des durées peut-être assez courtes. Et de plus en plus, quand vous arrivez à des niveaux de taux tels qu'on les a aujourd'hui, la sensibilité à mettre en place ces crédits-là est moins vraie. Alors, on les déconseille pas, on les accompagne, mais entre rater une vente, parce que entre le prêt départemental, le prêt Action Logement, etc., il va falloir 3-4 mois. On a vu des ventes reportées, voire parfois annulées, pénalités payées, parce qu'on n'est pas dans les délais.
Donc, il faut être très prudent, il faut être vigilant, il faut garantir des délais. D'ailleurs, quand on parle de délai, on dit très clairement qu'aujourd'hui, rallonger le délai, on ne le dit pas assez, mais prenez un délai supplémentaire de clause suspensive. Et je pense que c'est extrêmement important de pouvoir avoir un peu de temps pour bien structurer tous ces prêts, ces aides, mais qui n'ont plus un impact non plus, Fanny, tel que nous l'avions il y a quelques années lorsqu'il y avait un delta de taux significatif. Ok, merci Sylvain. Est-ce qu'Olivier, vous voulez réagir sur les primo-accédants et peut-être donner quelques conseils un peu concrets justement à ces futurs acquéreurs qui recherchent leurs biens? Est-ce que vous avez quelques clés? J'ai bien aimé le côté adaptabilité souligné par Sylvain, puisqu'en fait, l'acquéreur lui-même, l'investisseur, s'ajuste aussi. Donc, il ajuste son bien, il ajuste sa surface et donc il ajuste son prix pour passer. Ce que je n'ai pas aimé ces derniers mois, c'est d'entendre nos partenaires banquiers dire mais moi, je ne refuse jamais de prêt. Et puis, en fait, quand on gratte, je demande simplement un apport personnel plus important. Je trouve que c'est une façon assez inélégante de refuser. Et c'est ce qu'on rencontre. C'est j'ai 10 000, ben non, il faudrait mettre 30 000, mais personne n'a 20 000 de plus sous la pédale comme ça en quelques jours. Donc ça, c'est un élément. À l'inverse, on n'a pas noté, parce que j'imagine que nos professionnels accompagnent de façon plutôt upper class et excellente les acquéreurs. Nous n'avons pas noté de casse significative au sein du groupe des compromis. Donc ça, c'est rassurant. Mais tout ça, c'est de la préparation, de la préparation. C'était mon introduction. Ça peut être ma conclusion. Et bien évidemment, il faut se préparer. Il y a des professionnels de financement. Les banquiers ne sont pas toujours les mieux placés. Et son propre banquier, souvent, pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, va être commercialement moins agressif que si vous allez voir un nouveau partenaire, qui peut vous être bien évidemment présenté par une société de courtage en financement qui aura une vision plus large, puisqu'elle vous proposera différents montages, différents partenaires. Surveillez l'assurance parce que c'est quand même un élément, et bien évidemment, en fonction des revenus, quand on est dans un couple, aller chercher des couvertures sur plusieurs têtes. Ça me semble raisonnable, savoir si 100 plus 50, enfin ça c'est une question de revenus au sein des ménages, mais on peut calibrer ces garanties, ça me semble important. Mais comme nous faisons de l'immobilier, je pense que l'essentiel, et ça n'a pas changé, c'est de choisir le bon bien immobilier qui vous permettra de vous installer, de rayonner et de vous faire plaisir, d'être bien là où vous vivez. Et si nos professionnels accompagnent correctement les Français dans leurs acquisitions, c'est ceux qu'ils privilégient. Et c'est ce qui fait que la marque et la notoriété s'installent dans une prestation de service, un accompagnement. Et c'est ce que je leur souhaite et c'est ce que je nous souhaite. Alors, on a eu quelques questions pendant ce live, pendant cette heure. On va sélectionner peut-être 3 questions parmi les. On en a eu plusieurs dizaines. Une qui ne vous concerne pas vous, la population des seniors. Je ne m'adresse pas à vous, Olivier Sylvain. C'est les plus de 50 ans. Une question d'Agnès qui demande si ces plus de 50 ans ont réellement une différence de taux d'assurance. Oui, sur un prêt, on va faire une réponse courte. Hein. Sur un prêt de 100 000, vous allez passer de 15 € d'assurance à 30 voire 40 € d'assurance selon les cas où je parle hors pathologie atypique. Donc, oui, il y a une réelle différence entre les deux taux, bien sûr. Sylvain souligne hors pathologie. C'était la première chose qui me venait à l'esprit. Quand vous empruntez, vous avez plus de 50 ans et ensuite plus de 55, comme on est sur des assurances qui, vous l'avez compris maintenant, sont par tranche, surveillez de près, analysez les demandes en termes de contrôle de santé. Essayez de savoir si votre banque, votre assureur a fixé un palier à 200 000, à 220, à 250, parce que là commencent les tests les plus sérieux. Donc ça, c'est aussi une façon de se préparer, d'essayer de savoir. Moi, ma recommandation, c'est clairement d'aller voir plusieurs assureurs indépendants, en plus de ce que vous proposera votre banquier pour le challenger et pour essayer de faire au mieux offrant. Je viens de voir un dossier de 200 000 € sur un plus de 50 ans et sur 10 ans où l'assurance coûte plus cher que l'intérêt d'emprunt sur les 10 ans. Ça mérite d'analyser correctement dans cette période de taux bas le poids de l'assurance. On a quelques questions également sur l'investissement locatif. Est-ce que c'est toujours un bon placement à court, à moyen, à long terme? Et puis, une question, quand on a les banques, est-ce qu'elles sont encore flexibles quant au taux d'endettement quand on a des investissements locatifs en vue de l'achat d'une résidence principale?
Alors, sur l'investissement locatif, je vois bien le sous-jacent du différentiel, à savoir, je prends mon revenu, je le déduis de la charge de remboursement à venir et je calcule ce différentiel-là qui me permet d'améliorer mon taux d'intérêt plutôt que de mettre la charge avec la charge et le revenu avec le revenu. Or, les banques de plus en plus sont sur cette partie-là, donc plus compliqué à financer. Oui, on est clair là-dessus. Le 110% avec du différentiel, c'est effectivement fini. Mais c'est comme le primo-accédant, on voit que le marché des gestionnaires de patrimoine s'adapte et puis de ceux qui font du locatif aussi. Est-ce que c'est toujours un bon investissement? Est-ce que c'est bien perçu? Oui. Et le rôle que nous avons, on l'a dit tout à l'heure, Olivier vient de le rappeler, l'accompagnement, finalement, on est dans des métiers d'accompagnement. La perception de valeur de nos clients communs, c'est de dire comment on les accompagne. Et ce qu'on leur dit, nous, c'est faisons le financement. 6 mois après le financement, retournons avec le mandataire immobilier les voir, parlons de ce qu'on a financé, de comment ça s'est passé, est-ce que les remboursements sont confortables, est-ce que la maison leur convient. Mais déjà, il y a un premier niveau de suivi qui permet d'être fiable et de sortir et d'avoir une perception de valeur différente. Ensuite, de faire ce rendez-vous annuel qu'on exige, nous, aujourd'hui, de nos conseillers au bout d'un an. On regarde la fiscalité. Il y a tous les clients que vous avez, pour qui vous avez vendu un bien que nous avons financé, ont forcément une source d'évolution de revenus, à la hausse ou à la baisse, globalement à la hausse. Et on constate qu'il y a plus des 2 tiers des clients qui ont au moins 200 € de plus de revenus par mois au bout de 5 ans. Et pour autant, il ne se passe rien. Et le conseil, et vous allez voir le lien que je fais avec l'investissement locatif, le conseil est de dire, bien, en allant les voir ensemble, et là on invite bien sûr le mandataire immobilier à revenir avec nous pour entretenir une vraie relation de long terme. On ne dit pas qu'il ne le fait pas, mais lorsque la filière se déplace ensemble, le prêteur à travers le courtier que je représente et l'immobilier à travers vous, on donne du crédit à nos métiers parce que cette perception de valeur, j'insiste vraiment là-dessus, est fondamentale. Et au bout d'un an, on va lui dire, écoutez, peut-être que dans les 200 € d'augmentation que vous avez par rapport à ce que vous aviez avant, on peut peut-être en consacrer 100 à augmenter la mensualité de telle sorte à finir plus vite. Et on va s'apercevoir qu'en faisant ça tous les 2-3 ans, c'est ce qu'on appelle la modulation du prêt, qu'en faisant ça régulièrement, on arrive à passer d'un prêt de 25 ans à l'origine à un prêt de 15 ans. Mais ça traduit quoi? Ça traduit le fait qu'on va pouvoir leur proposer un investissement locatif plus vite, essayer de le caler sur un 15-20 ans à l'issue, de telle sorte à pouvoir avoir un complément de retraite et que ce loyer qu'ils auront demain arrivera juste au bon moment de la retraite où il y aura une baisse du revenu. Donc oui, c'est un vrai conseil, c'est un vrai accompagnement et on a un vrai rôle économique à jouer les uns les autres sur ces statuts-là. Ok, bon, on arrive à terme. Et 12h03, on est just in time, comme qui dirait. Est-ce qu'un petit mot de la fin peut-être, Olivier? Déjà, un grand merci, Fanny, pour cet accompagnement, ces préparations. Merci à toute l'équipe, au studio, aux collaborateurs. Et un grand merci à mon invité. Sylvain, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, de faire le point. C'est un sujet critique dans le cheminement des Français dans leur investissement. C'est un élément critique pour les professionnels qui sont avec nous, de l'immobilier ou conseillers ou bien évidemment journalistes. Et donc, continuons dans cette direction pour faire des zooms sur des sujets majeurs. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne reprise. C'était la rentrée des classes aujourd'hui. Et à très, très vite. Rendez-vous dans un mois. Merci. Merci Fanny. Merci Sylvain. Merci à tous. Au revoir.